Je m'appelle Henri Dumoulin. Je suis maréchal des logis au 2e escadron 37e division d'infanterie. J'ai eu 20 ans en 1914. Je vais bientôt avoir 24 ans. Nous nous battons bravement depuis presque 4 ans. Je ne suis déjà plus tout à fait le même. On ne passe pas impunément au travers de pareilles tempêtes. Et pourtant, je sais que je réussirai à surmonter cette terrible épreuve pour enfin vivre ma vie. Le 31 mars, à 4 heures du soir, on m'avertit que je vais partir en permission. Lorsque je reviens le 10 avril, au soir, la voie ferrée après Moiseau se trouve prise sous un barrage de gros calibre allemand. Je vais enfin pouvoir rejoindre mon escadron à Bougeoir, au bivouac. Le 14, la canonnade recommence à faire rage. Nous apprenons que l'attaque nous a déclenché le 16. Et pendant que nous bombardons les positions allemandes, eux ne restent pas inactifs. Leurs bombardements se multiplient en arrière des lignes. Nous attendons d'un moment à l'autre le départ. Enfin, 2 pelotons reçoivent l'ordre de monter en ligne, mais à pied, pour assurer la liaison entre les régiments. Les 2 autres pelotons restent en réserve, afin de pouvoir passer devant l'infanterie dès que les tranchées seraient prises. À 2h30 du matin, nous quittons notre bivouac pour nous porter juste derrière les lignes, afin d'être à pied d'œuvre au moment de l'attaque. Nous attachons nos chevaux dans un bois à Hermonville, non loin d'une batterie d'artillerie qui tire sans arrêt. L'attaque se déroule à quelques kilomètres de là. Tous les jours, les régiments renouvellent leurs assauts pour prendre les tranchées. Mais, à la 8e attaque, on va renoncer à continuer. Et le malheureux régiment descend des lignes diminué d'un quart ou davantage de leurs effectifs. Le 22 avril, nous quittons cet enfer pour aller cantonner à Moison. Nous y sommes le 23 et nous y restons quelques jours pour se refaire une santé. Puis nous embarquons dans le train à Épernay dans la nuit du 30. Nous avons 25 km à faire pour embarquer à 11 heures. Nous arrivons en gare juste au moment où des avions ennemis se passent au-dessus de la gare en dépit des projecteurs et des tirs antiaériens. Durant 10 minutes, les avions lâchent des bombes qui tombent sur l'hôtel de la gare, qui prend feu immédiatement. Nous commençons à embarquer qu'à 1 heure, et très rapidement, par crainte d'un retour des avions. Mais les dégâts à la voie sont importants et empêchent le départ immédiat. Les réparations sont en cours et le train ne part qu'à 4 heures du matin pour Épernay. Puis nous prenons la direction de Vitry-le-François, où nous passons Saint-Dizier, Chevillon, Tulle, Nancy, Verdun. Et nous débarquons à Charmes-sur-Moselle, à 7 heures. Nous quittons la gare pour Normanville, petite ville près de Bayou. Là, nous passons 8 jours que nous apprenons à visiter nos anciens cantonnements et à nous reposer. Nous partons ensuite pour Lugre, tout près de Nancy. Nous allons cantonner durant 13 jours. J'en profite pour aller souvent rendre visite au camp d'aviation qui se trouve à quelques centaines de mètres de nous. Nous quittons ce cantonnement pour monter aux tranchées. Nous sommes utilisés comme estafette près de Lunéville et de la forêt de Parois. Notre rôle est à la fois d'être agent de liaison et observateur. Je suis à l'état-major de la 14e brigade de cavalerie, où je classe et je fournis les cartes d'état-major, les plans directeurs d'artillerie et les photos aériennes. Je passe donc là 20 jours très heureux,
Mais le 18 juillet au soir, je dois monter remplacer un camarade à l'observatoire d'Arincourt. C'est une maison à l'entrée du village, où je suis avec un camarade. Notre mission consiste à observer les mouvements de l'ennemi, ainsi que la direction de leur tir pour leur pérage des batteries, et à rendre compte par téléphone de tous les événements intéressants. Le 25 au soir, je reçois l'ordre de rentrer pour 10 heures à Saint-Ville. Mais ce n'est que le lendemain matin que je peux y parvenir, non sans peine. Car faire la dizaine de kilomètres à pied avec tout l'équipement, couverture, carabine, cartouchière, bidon, etc., n'a pas été facile. Le soir même, nous quittons Saint-Ville pour nous rendre à Mercourt, que nous quittons le lendemain pour cantonner à Saint-Traine pour la nuit. De nouveau, départ le lendemain matin pour Mercourt, où nous bivouaquons en attendant que l'escadron que nous remplaçons soit parti. Là, notre travail consiste à fournir des chevaux pour les officiers d'infanterie, susceptibles de devenir officiers d'état-major. Nous assurons également la garde du quartier général du général de Castelnau. Après une permission, je reviens à Mirecourt et nous avons quelques loisirs. Aussi, je peux faire quelques bonnes parties de canotage sur la rivière Le Madou, où nous montons également la garde, car plusieurs soldats se sont déjà noyés lors de baignades individuelles. C'est avec regret que nous partons le 13 au matin pour une étape de plus de 50 km. Nous cantonnons à Alers-au-Bœuf, près de Toul. Puis nous arrivons le lendemain vers 2 heures du matin à Toul. Nous nous dirigeons vers Chalon-sur-Marne, Épernay, puis nous débarquons un peu avant Dormans. Pour nous rendre ensuite à Chétillon, où nous allons cantonner. Le 25 septembre, nous faisons une étape de 25 km. Traversons par le Duc et cantonnons à 5 km de là, vers Longeville. Nous faisons une bonne promenade. Et j'ai le bonheur d'être cantonné avec l'aumônier de la division. Chaque soir, nous avons un salut du Saint-Sacrement avec d'éloquents prédicateurs. Le 12 octobre au matin, nous quittons Longeville et nous nous rendons à Donon, où nous avions cantonné en novembre 1916. Nous en repartons dès le lendemain à 9 h et nous dirigeons vers Verdun. Nous prenons les contennements disponibles à Seloncourt. Ce sont des abris de fortune. Une partie des hommes part en tranchée et les autres restent pour donner les soins aux chevaux. Je suis parmi eux, mais je ne reste pas bien longtemps à l'arrière. Le 15 au matin, je pars avec quelques camarades pour monter en ligne. Je suis affecté au lieu-dit le Carrier Nord, avec 2 hommes, pour assurer la liaison entre le poste de commandement Lorraine et le PC Alsace de la brigade. Le 16 au soir, nous sommes couchés dans l'abri de fortune, quand tout d'un coup, je suis réveillé par un picotement au nez. Ce sont les gaz. Je réveille vite les camarades. Nous mettons nos masques, mais il y a avec nous un petit chien, et la pauvre bête pousse des plaintes. Mais un de nous a la bonne idée de l'enrouler dans une couverture. Il fait vraiment pitié. De cette façon, on a tout de même pu le sauver de la mort par les gaz. Le bombardement se poursuit toujours et de plus en plus dense. Et on ne s'y trompe pas en entendant les miaulements caractéristiques des obus à gaz. Mais par intervalles, ce sont des explosions déchirantes d'obus ordinaires de gros calibre. À chaque instant, nos fils téléphoniques sont coupés. Notre observatoire est maintenant culbuté. Je suis obligé de poursuivre mes observations depuis le parapet de la tranchée. Pendant 1 heure, les yeux plongés dans le noir et le visage serré dans nos masques à gaz, nous observons les fusées des premières lignes qui essaient de faire déclencher les tirs de contre-batterie. Les obus à gaz pleuvent toujours autour de moi, et de temps en temps arrivent des obus de gros calibre qui me couvrent de terre. Quelle nuit mouvementée! Heureusement, à 4 heures, le calme revient. Cela ne veut pas dire que l'artillerie ne tire plus. Non. Ici, nuit et jour, ce n'est que bombardement. C'est cela qui est normal. Les journées du 17 et du 18 se passent pour nous sans incident. Il n'en va pas de même pour ceux avec qui nous faisons la liaison. Au moment où se fait le ravitaillement, les Allemands déclenchent un tir de barrage. 3 obus de 105 tombent sur le PC. Tuent 13 hommes, en blessent 50. Le matin, en faisant ma liaison,
je vois ce carnage, des hommes coupés en deux, d'autres n'ont plus de tête. Seuls les blessés ont été enlevés. Le soir, c'est à notre tour d'être arrosés copieusement d'obus. Nous étions couchés, mes camarades et moi, dans un trou recouvert d'1 mètre de terre, et dont l'entrée fait face aux gauche. J'aperçois par l'ouverture le ciel tout en feu. Immédiatement, une énorme détonation se fait entendre, et des débris de toutes sortes nous aveuglent. Une seconde émotion vive. Puis mes 2 camarades se sauvent dans la salle du colonel. Je sors pour constater les dégâts. Le but est tombé en plein sur l'entrée. Mes camarades pour savoir s'ils ont été blessés. Non. Mais nous en avons tous été quittes pour une commotion. Ensuite, mes hommes ne veulent plus revenir dans ce poste. Je continue à leur faire assurer le service de liaison, mais toutes les nuits, je les passe seul dans ce poste. Le 23 octobre, l'ennemi attaque après un violent bombardement. Les Boches bondissent de leur tranchée. Nos artilleurs, qui attendaient ce moment, déclenchent un violent tir de barrage sur les quelques éléments qui ont réussi à prendre pied dans nos avant-postes. Nouveau tir de nos artilleurs et les Boches sont obligés de retourner à leur point de départ. Le calme revient, et avec une certaine précaution, je m'aventure dans les boyaux, cherchant d'après la carte à m'orienter. Au sud, je vois la masse de terre et le fameux fort de Douaumont qui attend défier les Boches et qui est tout de même tombé entre leurs mains. Au sud-est, je vois l'Ardemont, partout, plus un arbre, quelques trognons desséchés et troués de mitraille, des spectres qui donnent l'impression de mort qui fait frissonner. Au nord se trouve un rideau de crête. Nous sommes en première ligne, dernier rempart de Verdun. Un peu plus loin, je vois les Jumelles d'Orme, mont très élevé qui domine nos lignes. C'est la plaine de la Voivre que le soleil éclaire en ce moment de ses rayons à l'horizon. C'est éteint et ces hautes cheminées. Tout en observant le paysage, je m'aventure dans les boyaux. Devant moi, 2 pieds sortent de terre. Ce sont 2 bottes de Boche que je heurte. La chair du cadavre est décomposée, les os tiennent encore. Plus loin, ce sont encore d'autres cadavres. On en trouve un peu partout. Le terrain est complètement bouleversé, tourné, retourné. J'ai lu dans des journaux en permission que les journalistes l'ont bien désigné en l'appelant la mer figée. Le 24, les bombardements continuent. Le 25, toujours bombardement intense. Les Boches veulent attaquer ou craignent-ils une attaque? Les artilleries se ripostent de plus en plus. Ce n'est que le miaulement sinistre d'obus. Et dire que chaque rafale apporte la mort dans l'un et l'autre des camps. Le temps aussi est sinistre. Une pluie glaciale tombe. Quelle vie tout de même. Malgré la pluie d'eau et d'obus dans nos boyaux, avec quelquefois de l'eau jusqu'aux genoux, il faut marcher, car le coureur sait qu'il a souvent entre les mains un pli qui décide de la vie de plusieurs centaines d'hommes. Ce qui pousse et excite en lui le courage, au prix d'actes quelquefois surhumains. Le 29 au soir, la relève arrive, 10 kilomètres dans les boyaux, les pieds dans l'eau, et c'est le camp des Saints-Frères. Le 5 novembre, nous sommes au repos et nous descendons à Courcelles-sur-Èvre. Nous en profitons pour nous nettoyer et remettre de l'ordre dans nos affaires. Quelques promenades à cheval. Mais le temps passe vite et il faut retourner vers ces maudites tranchées. Nous partons le 10 au matin et nous arrivons à Hérise, petite ville, où nous bivouaquons dans un parc. Temps affreux, de la pluie et du vent. Nos chevaux font vilaine figure quand nous sommes pour les sceller. Camp de Fédère, tout près de Verdun. Ce matin, une partie d'escadron monte aux tranchées. Je reste aux chevaux, en attendant mon départ en permission. Je dois assurer le ravitaillement en ligne des camarades, ce qui n'est pas chose facile. Enfin, le jour du départ, je quitte le camp vers 17 h. Direction d'Orléans, Angers et Nantes. Dès mon retour de permission, nous quittons Bar-sur-Aube pour les Vosges.